Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables membres du Conseil national de transition, je voudrais, comme je le fais à toutes mes interventions, avoir une pensée pieuse à toutes les victimes civiles et militaires de la crise multidimensionnelle imposée à notre pays depuis bientôt une décennie. Je voudrais par la même occasion prier Allah le Tout-Puissant pour le repos de l'âme de tous ceux qui ont disparu au cours de cette crise, insister sur la mémoire des soldats qui tombent tous les jours depuis bientôt 10 ans pour que nous puissions nous retrouver, débattre tranquillement dans une salle aujourd'hui et leur dire, au nom du gouvernement, du président de la transition, que le peuple malien ne les oubliera jamais. Honorable membre du Conseil national de transition, vous aurez constaté que souvent dans mes interventions, en parlant du président de la transition et du gouvernement, je parle aussi du président du Conseil national de transition et des membres du Conseil national de transition. Quelqu'un m'a même interpellé un jour en disant « Mais au nom de quoi vous parlez du Conseil national de transition ?» Je lui ai dit que je le fais simplement parce que mon intime conviction, c'est que le CNT et le gouvernement, c'est les deux pieds sur lesquels marche la transition. Le gouvernement seul ne peut pas réussir. Il ne réussira que lorsqu'il a le soutien du Conseil national de transition. Il tire sa légitimité, c'est vrai, du combat mené par les Maliens, de la confiance du président, mais aussi de la confiance accordée par les membres du Conseil national de transition le 2 août 2021. Mesdames et Messieurs, l'exercice auquel vous nous avez conviés aujourd'hui, dès le départ, nous l'avons perçu comme un exercice républicain par rapport à un gouvernement qui doit rendre compte. Rendre compte à qui? Celui qui lui a donné mandat à travers l'adoption du programme d'action gouvernementale. Effectivement, le plan d'action gouvernementale qui vous a été soumis le 30 juillet 2021, que vous avez approuvé le 2 août 2021, repose sur 4 axes. Le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de débat. Toutes les interventions ont indiqué clairement que les Maliens, dans leur écrasante majorité, sont satisfaits de l'action de nos 20 armées, de nos 20 forces armées de sécurité. C'est pour cela que je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce sujet, d'autant plus qu'il fait l'unanimité. Je voudrais juste rappeler qu'un gouvernement, c'est une équipe. Dès l'abord, nous avons dit que la priorité des priorités, c'est d'abord la sécurité. Sans la sécurité, rien n'était possible. Sans la sécurité, il n'y a pas de politique. Il n'y a même pas, on ne peut même pas appliquer de façon raisonnable sa religion. On ne peut pas dormir, on ne peut rien entreprendre. Et donc, le top priorité dès le départ, au niveau du gouvernement, c'est de donner à notre armée tous les moyens nécessaires pour qu'elle puisse amener un niveau de sécurité acceptable pour que les autres réformes, les autres initiatives du gouvernement puissent être mises en œuvre. Mais mesdames et messieurs, pour bien comprendre et apprécier l'action du gouvernement, il faut le situer dans un contexte
toute action politique déconnectée de son contexte peut ne pas avoir une bonne appréciation. Vous vous souviendrez qu'au lendemain de l'installation de ce gouvernement, au lendemain, il a été nommé le 7 juin, le premier conseil des ministres, c'est le 11 juin 2021. Et nous avons pris l'engagement de nous présenter devant vous dans 6 semaines. Mais entre-temps, la donne a changé complètement sur le plan géopolitique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan financier. Notre pays s'est trouvé face à plusieurs crises. La crise sécuritaire qui est la déterminante, la crise de la Covid qui est là depuis 2 ans, on pensait que ça allait finir, la crise politique, la crise institutionnelle, la crise avec la CEDEAO, la crise avec la communauté internationale, qui a pris une dimension qui n'était pas celle que nous attendions. La vérité, c'est que le virage stratégique que le gouvernement a pris, de prendre la voie de la souveraineté, de l'indépendance des décisions de l'État malien, de l'indépendance des choix stratégiques, des choix militaires, ont bouleversé la donne autour de nous. Du jour au lendemain, notre principal partenaire stratégique a dit qu'il nous laisse. Créer un vide qu'il fallait boucher. Toutes les emprises laissées devaient être prises par notre armée. Cela a nécessité un changement total dans la stratégie de financement de nos activités. Parce que nous nous sommes dit que d'abord et avant tout, la sécurité. Et aujourd'hui, tout le monde en est fier. Mais ça a eu un prix, un coût à payer. C'est qu'on a eu le sentiment qu'on a délaissé les autres secteurs. Nous avons eu comme conséquence une situation internationale polluée autour de nous. On a été soumis, je l'ai dit dans mes discours sans exagération, à une sorte de terrorisme politique, diplomatique, médiatique, pour nous faire changer d'option. C'est la même armée qu'on avait, c'est les mêmes hommes, c'est le même pays. On n'a pas changé d'homme, c'est les mêmes militaires. Qu'est-ce qui a changé en un an? C'est le leadership. C'est parce que le chef suprême des armées, le président de la transition, tout le gouvernement autour de lui a décidé de faire un virage stratégique, historique, pour que plus jamais notre armée ne soit à demander des appuis lorsque des soldats sont attaqués pendant des heures. Pendant des heures et des heures, il n'y a pas d'appui. Ils tombent par dizaines. On ne peut pas rapatrier leur corps. Nous avons décidé de mettre fin à cette dépendance. Et ça, il fallait en payer le prix et le coût. Et c'est ce que nous avons payé. Il faut intégrer cette dimension dans toutes les appréciations des actions du gouvernement. Vous avez ensuite la situation internationale. À cause de la Covid, dont les répercussions se sont senties principalement en 2021 sur le marché international. Les principaux producteurs de riz, de sucre, d'huile ont senti le vrai impact de la Covid courant 2021. Nous ne nous attendions pas à ça. Et nous sommes retrouvés dans une situation où pour le carburant, le gouvernement a été amené à faire 120 milliards de subventions pour maintenir le prix à la pompe à un niveau acceptable pour les Maliens. Pour le blé, 25 milliards. Pour l'huile, 35 milliards.
Pour la viande, 750 millions. Pour le gaz, 11 milliards. Pour les engrais, 16 milliards. Donc 96 milliards d'impayés pour la CMDT. Parce que nous sommes arrivés à la conclusion que la CMDT va tirer l'ensemble de l'économie. Donc il ne fallait pas lésiner sur les moyens, sur les coupes dans les autres secteurs, pour investir. Parce que quand le coton marche, les huileries marchent, les transports marchent, les carburants marchent, les vendeurs de savon marchent, l'aliment bétail marche. Donc il faut un effet d'entraînement. C'est des choix qui ont été faits et c'est des choix responsables, mais qui ont leurs conséquences. Aujourd'hui, nous sommes à une production record, historique, pour ainsi dire. Nous avons trouvé le pays, le gouvernement au début était dans un champ de mines, vous vous rappelez, à notre prise de fonction. C'était des grèves illimitées partout, des menaces de grève. Tous les syndicats se sont levés. Il y a des syndicats que personne n'écoutait. Par exemple, le syndicat des surveillants de prison. Ils disaient qu'ils n'ont jamais été reçus, a fortiori de négocier avec eux. Tous les syndicats, nous nous sommes mis à négocier avec eux nuit et jour. Et pour donner satisfaction aux syndicats, dans le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens, nous sommes allés à 204 milliards de francs CFA de plus qui n'étaient pas prévus. La dette intérieure, des dettes accumulées depuis des années, de 315 milliards. Nous avons payé ça pour permettre à l'économie de tourner. Sinon, le pays allait se bloquer. Mesdames et messieurs, honorables membres du Conseil national de transition, nous avons parié sur la relance de l'économie. Et c'est pour cela que d'une récession de moins 1,2% en 2020, malgré la crise dont je vous ai parlé, crise politique, crise sécuritaire, crise institutionnelle, crise diplomatique, j'allais dire, en 2021, de moins 1,2, donc on était en récession en 2020, nous avons fait une croissance de 3,1 en 2021. On a prévu un déficit de 5%. Mais malgré la crise, nous avons fait un déficit de 4,7%. Après avoir acquis une croissance. Donc voilà l'ambiance, la situation, des situations qui n'étaient pas prévues dans lesquelles le gouvernement s'est retrouvé et a pu faire face à ses obligations fondamentales. Lorsque vous prenez ce contexte, ça permet d'expliquer certaines insuffisances qu'il faut reconnaître parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y avait des choix à faire. Premièrement, affirmer la souveraineté de l'État malien. Deuxièmement, faire face aux obligations vis-à-vis des syndicats. Troisièmement, faire en sorte que notre économie ne tombe pas. Il fallait investir dans le secteur agricole. Quatrièmement, il fallait mener une diplomatie active. Si nécessaire, aller à la confrontation stratégique pour que le message du Mali soit entendu là où il faut. Quitter les salles de réunion, les salles de conférence pour porter le message du Mali là où il faut pour que le monde entier l'entende. Voici la situation d'ensemble dans laquelle nous nous sommes retrouvés. C'est pour cela que nous avons essayé de ranger les questions des honorables par thématique, par axe, au lieu de répondre à chacun. Je voudrais donc, concernant l'axe 1, je pense que pour l'essentiel, les questions générales d'abord, le taux de 33,87% d'exécution est obtenu en rapportant le nombre d'actions réalisées 21, rapporté au nombre d'actions prévues d'être réalisées sur la période de juin 2021 qui était de 62. J'ai expliqué pourquoi souvent certaines actions que nous avons prévues n'ont pu être réalisées telles que souhaitées.
nous avons pu quand même tenir le pays debout. Concernant les questions relatives à l'axe 1, beaucoup d'honorables sont revenus sur la question de l'état de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Je voudrais dire qu'à la faveur de la résolution définitive de la crise multidimensionnelle en 2012, le gouvernement et les mouvements armés, avec l'assistance de la communauté internationale, avaient signé l'accord en 2015. Cet accord, qui n'a pas été accepté par tous les Maliens, il faut le dire, il y a une frange importante de notre société qui n'a pas compris cet accord, qui ne l'a pas accepté. Et c'est pour cela que nous avons parlé d'application intelligente de l'accord. Pourquoi? Parce que c'était un accord signé au nom de l'État malien. On ne peut donc pas le remettre en cause. Par contre, les appréhensions que les citoyens avaient par rapport à la mise en œuvre de l'accord, en disant que si on le met en œuvre comme tel, on va créer les conditions de partition du Mali. L'application intelligente sous-entend que nous fassions tout ce qui est possible pour nous entendre, sauf les actes qui doivent être posés, qui peuvent conduire à moins ou l'intérêt à la partition du Mali. Là, nous ne pouvons pas poser cet acte. Il faut s'arrêter et discuter entre nous Maliens. Ça, c'est ce qu'on appelle l'application intelligente de l'accord. Concernant l'ensemble de ces questions, les discussions sont difficiles, c'est vrai, mais le gouvernement, dès le mois d'août, a reparti des quotas entre les mouvements. À la date d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de le dire, ni peur de le dire. Il y a des mouvements qui ne fournissent pas le quota qu'il faut. Il y a des débats au niveau de la hiérarchie militaire. Parce que concernant les intégrations, la hiérarchie militaire a tiré les leçons des anciennes intégrations. Donc il faut le faire à partir des conditions négociées. Et ces négociations, comme vous pouvez l'imaginer, ne sont pas faciles. Mais aujourd'hui, quelle est la priorité? Ce que nous disons, c'est l'accélération du processus DDR. Il faut accélérer ce processus pour que les jeunes qui détiennent les armes regagnent l'armée nationale. Il y a des difficultés, il y a des blocages à ce niveau qu'il ne faut pas cacher. Mais nous espérons qu'avec les rencontres décisionnelles qui sont annoncées dans les semaines à venir, les lignes vont bouger. Vous avez la question relative à la CEDEAO. Vous savez, la question avec la CEDEAO, nous nous sommes largement répandus là-dessus. Nous avons dit que pour que le Mali ait une chance de faire une transition et installer les autorités civiles, et que ce soit la dernière intervention de l'armée sur la scène politique, nous devons tirer les leçons de l'échec des transitions passées. Vous vous souviendrez qu'après la crise politique post-électorale de 2018, c'est la CEDEAO qui a envoyé une mission de haut niveau au Mali, qui a déposé un rapport en octobre 2018 et qui a demandé de ne plus faire d'élection au Mali, de ne plus faire d'élection sans faire les réformes politiques et institutionnelles. Le gouvernement n'a fait que reprendre ça parce que ces réformes n'avaient pas été faites. Vous avez aussi la problématique de l'union sacrée. Il y a des honorables qui sont revenus là-dessus. Là, il faut qu'on se comprenne bien. Lorsque les Maliens se sont soulevés, c'est un rappel, mais qui est nécessaire pour fixer les lignes du débat.
il y avait 5 revendications autour desquelles le peuple s'est mobilisé. La première revendication, c'est la sécurité. Personne ne discute aujourd'hui, personne ne remet en cause ce qui est fait. La deuxième revendication, c'est la nécessité de réformes politiques et institutionnelles. Tout le monde peut réviser les slogans des manifestants. La troisième, peut-être pas dans l'ordre, c'est la nécessité d'organiser des élections transparentes, créer les conditions pour minimiser les risques de contestation des élections. Étant donné que la crise politique qui a abouti au changement de régime est partie des élections législatives, dont les résultats ont été contestés par une partie de la population. La quatrième revendication, c'est la lutte contre l'impunité et la corruption. Voilà les 4 revendications majeures qui servent de boussole au gouvernement de transition. Et donc, le débat en réalité avec la CEDEAO a bloqué, parce que jusqu'à une date récente, on voulait ramener la transition à l'organisation des élections. Le gouvernement a tenu ferme et aujourd'hui, je crois que personne ne discute le fait que la transition ne peut pas se ramener uniquement à l'organisation des élections. La question maintenant, quelles réformes il faut faire? Jusqu'où les réformes peuvent aller? Sur ces questions, il y a des divergences de fond qui ont fait qu'il ne pouvait pas y avoir d'entente. Parce qu'il y a une partie de la classe politique, il ne faut pas le nier, qui voulait ramener la transition aux élections, au motif que le gouvernement aurait pris des engagements, au motif qu'un agenda a été publié. Quand l'agenda a été publié en avril 2021, avant la rectification de la transition, la Constitution était prévue d'être votée en septembre-octobre 2021. Tous les Maliens savaient très bien que ce n'était pas faisable. Il s'agissait de donner des gages pour rassurer la communauté internationale. Nous avons décidé de tenir le discours de la vérité. Nous avons dit à la communauté internationale qu'on ne peut pas tenir les élections dans cette période. Le président de la transition a insisté, a instruit au gouvernement de rechercher de façon obstinée le consensus autour des réformes qu'il faut faire pendant la transition, de chercher l'inclusivité. 5 mois ont été, j'allais dire, perdus. Parce que de toute façon, une partie de la classe politique qui n'a pas accepté de changer de position est restée dans sa position jusqu'au bout. En novembre, le président de la transition lui-même, chef de l'État, est descendu dans l'arène pour rencontrer les différents regroupements, pour leur dire qu'il souhaite qu'ils participent aux assises nationales de la refondation, pour qu'on rebâtisse le Mali sur de nouvelles bases. Tous les Maliens. Il y en a qui ont dit non. Qu'est-ce que vous voulez en ce moment? 4 mois. Les assises étaient prévues pour être tenues en août. La recherche de l'inclusivité nous a amenés jusqu'en décembre. Quand elles se sont tenues, le peuple s'est exprimé. Je n'ai pas besoin de revenir sur tout, mais vous savez la suite. Ce qui intéresse les Maliens et ce qui ressort de vos différentes questions, où en est-on aujourd'hui? Je dois vous dire que les discussions avec la CEDEAO continuent. Le président de la transition est en contact permanent avec ses homologues de la CEDEAO. Les 2 équipes qui sont installées, l'équipe politique, chapeautée par le ministre des Affaires étrangères, et l'équipe technique, chapeautée par le ministre de l'administration territoriale, discutent en permanence avec les membres de leurs équipes. Et je vous assure que lorsque nous avons retenu les 5 ans que le peuple malien a demandé, nous avons décliné en activités concrètes. Mais nous avons fait des sacrifices.
au début, notre objectif, c'est de rendre un certain nombre d'actions aussi avancées qu'on a la garantie de l'irréversibilité du processus du changement. Avec les négociations, nous sommes allés de 5 ans à 4 ans. À la date d'aujourd'hui, la date incompressible pour implémenter les bases du processus du changement, des bases solides pour le rendre irréversible. Tous les calculs que nous avons faits, y compris avec les experts étrangers, montrent qu'on ne peut pas aller en deçà de 24 mois. Ces chiffres ont été discutés face à face avec les techniciens de la communauté internationale. Nous avons 3 ministres avec les 2 collaborateurs, 5 personnes, en face 30 personnes. Les discussions ont abouti, on a pris action par action. La preuve est faite par A plus B, qu'on ne peut pas aller en deçà des 24 mois, sauf si on décide de reporter ou de ne pas faire jusqu'au bout certaines actions. Malgré tout, le président de la transition a pris sur lui la responsabilité et il leur a dit qu'il le prend sur lui. Il va s'expliquer devant les Maliens, il va justifier en espérant que le peuple va accepter qu'en 24 mois, nous pourrons implémenter les bases de l'irréversibilité du processus du changement par rapport aux 5 revendications majeures. Parce que si on ne le fait pas, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on installe un gouvernement dans la précipitation, sans faire avancer les dossiers de lutte contre la corruption et l'impunité, sans avoir un niveau minimum de sécurité pour réinstaller les populations, faire revenir les réfugiés, faire revenir l'administration, sans que l'organe unique ne soit installé avec ses démembrements dans le pays, il y a des risques de contestation des élections à la fin du processus ou de l'installation d'un pouvoir faible qui va être influencé et manipulé comme nous l'avons vu par le passé. Et les discussions ne sont pas rompues. Pas du tout alors. Il y a des missions qui sont prévues de venir dans les jours prochains pour aboutir, nous espérons, à un accord. Maintenant, tout ce qui se cache derrière l'embargo, on en a suffisamment parlé. Aucun élément de cet embargo n'est prévu par les textes, ni de la CEDEAO, ni de l'UEMOA. On ne peut pas prétendre construire un état de droit en violant ses propres textes. Aucun texte de la CEDEAO, aucun texte de l'UEMOA n'a prévu un embargo tel que c'est appliqué sur le Mali. C'est le fait du prince. Et c'est pourquoi nous avons dit en son temps que l'objectif, c'était le renversement du régime. Mais le peuple malien a donné sa réponse définitivement le 14 janvier 2022 à l'appel du président de la transition. C'est pour vous dire donc que la CEDEAO et l'UEMOA, auxquels notre pays appartient, jusqu'à preuve du contraire, sont des partenaires avec lesquels nous n'avons pas rompu à la date d'aujourd'hui et les discussions continuent. La question de nos relations avec la MINUSMA. Le renouvellement du mandat de la MINUSMA, c'est vrai, attendu au mois de juin 2022. Bien qu'il ne faut pas s'attendre à un changement notable de son mandat, certains pays contributeurs de troupes laissent entendre qu'ils vont réévaluer le niveau de leur participation en raison du retrait de la force Barkhane. Au demeurant, le gouvernement malien s'attelle à faire prévaloir ses priorités stratégiques pour l'essentiel déjà contenu dans le présent mandat. La vérité, c'est qu'il faut que les Maliens se convainquent définitivement. Ce n'est pas les forces étrangères qui vont ramener la paix au Mali.
Seule notre armée, équipée, bien formée, mise en condition, peut ramener la paix de façon définitive. Et notre armée, sans exagération, est l'une des armées qui s'acquitte de façon extraordinaire de sa mission. C'est l'une des rares armées qui recrute, qui forme, qui s'équipe et fait la guerre en même temps. Beaucoup se préparent pendant des années pour la guerre. Les circonstances de l'histoire ont imposé à notre armée de faire concomitamment ces 3 missions. Et nous sommes persuadés que ce n'est qu'en mettant notre armée dans les conditions, en ayant l'autonomie totale de décision, d'opérer à n'importe quel coin de notre territoire, de faire face à n'importe quel ennemi. Ce n'est qu'à ce prix que notre pays sera respecté, que la question de la présence de l'aménagement se posera. Parce que de toutes les façons, on avait ici, depuis 10 ans, l'aménagement est là. On avait Barkhane, on avait Takuba, on avait G5 Sahel, on avait ECAP, on avait EUTM, plus de 50 000 personnes, mais on continue à raser des villages. On continue à tuer des militaires dans des camps, sans moyens, sans apport, sans appui. Aujourd'hui, cela est terminé. Notre armée peut faire des opérations dans n'importe quelle partie du territoire sans demander l'autorisation de personne, sans demander les moyens à personne. Si ceux qui veulent bien nous aider sont les bienvenus. Mais s'ils refusent, nous nous sommes organisés et nous allons continuer à nous organiser pour avoir la totalité des moyens qu'il faut pour sécuriser notre territoire. Ça, en réalité, qu'on le dise ou non, c'est l'un des torts qu'on nous fait payer. Mais ce prix, il faut le payer. C'est ça la conviction du gouvernement de transition. C'est la conviction du président de la transition. Et le peuple malien, à la date d'aujourd'hui, est d'accord pour payer ce prix. Et donc pour nous, la question du mandat de l'aménagement ne se pose pas aujourd'hui en termes de rompre ou non à la vie avec l'aménagement. Ce n'est pas dans l'agenda du Mali aujourd'hui de dire que nous rompons avec l'aménagement. Le mandat sera renouvelé, nous en dirons ce que nous pensons, mais je ne crois pas qu'il y aura des changements notables dans le mandat de l'aménagement. Mais il faut qu'on se mette dans la tête que notre souveraineté, notre indépendance, notre défense, notre sécurité, c'est notre armée seule, appuyée par moment par nos partenaires qui peut l'assurer. Et je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage à tous les étrangers, africains comme non africains, qui sont tombés sur nos terres pour la défense de notre pays. Aujourd'hui, au plan du déploiement, les femmes ont élaboré, ils sont prêts à reprendre le relais des emprises laissées par Barkhane, à Tessalit, à Tombouctou, à Gossi, à Menaka et à Gao. Toutes les emprises abandonnées ou qui seront abandonnées dans les mois à venir par les partenaires seront prises par l'armée malienne qui s'y prépare. Ça, c'est donc ce que je voudrais dire concernant nos relations avec la communauté internationale. Pour ce qui concerne les questions internes, j'ai parlé déjà de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il y a une réunion décisionnelle qui se prépare. Je pense qu'au cours de cette réunion, on mettra sur la table toutes les divergences. Je crois qu'à la date d'aujourd'hui, nos frères des mouvements, en tout cas du côté du gouvernement, aucun acte ne sera posé qui va gêner une entente. Parce qu'en vérité, quand moi je rencontre les responsables des mouvements, y compris il y a 2 jours j'en ai rencontré,
Je leur ai dit que personne n'a un autre pays que le Mali. Personne. Tous les pays qui les invitent dans des discussions, des chefs d'État qui les reçoivent dans leur palais, qui donnent l'impression d'être leurs amis. Je ne dis pas que ce n'est pas leur ami, mais en réalité, c'est suivant leur propre agenda. Parce que je ne vois pas des gens de ces pays dont les citoyens vont faire une délégation pour aller discuter avec le président du Mali des problèmes internes de leur pays. J'ai dit donc, retrouvons-nous, mettons sur la table tous nos problèmes, discutons entre nous. Les seules choses qui ne sont pas négociables, c'est l'indépendance et la souveraineté de notre pays. C'est l'intégrité territoriale du Mali, la forme républicaine et laïque de l'État, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble de son territoire. En dehors de ça, tout peut se négocier entre nous frères. Et c'est ce qu'on va dire à la réunion décisionnelle qui va survenir. Ça, c'est concernant les APR. Concernant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Ça, c'est donc concernant l'axe 1, les éléments de réponse que je voudrais donner. Concernant l'axe 2, il y a un certain nombre d'honorables qui ont posé des questions pertinentes. Je commence par la problématique de la dépolitisation de l'administration. C'est un peu en désordre, ce n'est pas dans l'ordre tel que vous avez posé les questions. La stratégie garantissant la dépolitisation de l'administration fait partie des actions en cours d'exécution et le processus est bien avancé. Le comité de pilotage est mis en place et le processus de recrutement du consultant est finalisé. La mise à disposition des ressources financières est en cours en vue du démarrage des activités. Les prochaines étapes du processus concernent l'élaboration du document de stratégie, le suivi du processus, la tenue des ateliers de validation de la stratégie et l'adoption du document en Conseil des ministres. Voilà ce que je peux dire concernant la question de la dépolitisation de l'administration. L'élaboration d'une nouvelle constitution est un souci majeur de beaucoup d'honorables membres du Conseil national de transition. Je dois dire que l'exécution de cette tâche est liée à la mise en œuvre des assises nationales de la refondation. Elle est retenue comme l'une des actions prioritaires de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État et de son plan d'action qui sont en cours d'élaboration. Un certain nombre d'ateliers se sont déjà tenus sur la mise en œuvre, le cadre stratégique de mise en œuvre de la refondation. Vous avez la mise en œuvre du comité de suivi des recommandations des assises. Le président de la transition a signé le 20 avril. Hier, le document était en traitement dans le circuit administratif. Il a été signé hier le décret 0242 PTRM du 20 avril 2022 portant création, organisation et fonctionnement du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Cette structure sera composée de 15 membres. Le décret est publié au journal officiel. En vérité, il ne faut pas cacher les choses. C'est que nous avons espéré, de semaine en semaine, trouver un accord avec la CEDEAO pour rentrer dans une procédure d'accélération. Mais depuis quelque temps, nous avons décidé de dérouler notre plan d'action, notre programme sur les 24 mois. À partir du 20, dès que le décret a été signé, nous allons dérouler dans les semaines à venir le programme sur les 24 mois. Les discussions vont continuer. Au début, on s'était dit que si on le déroule avant que les discussions ne finissent, ça peut être mal interprété par nos partenaires de la CEDEAO. Mais nous sommes arrivés à un point où nous avons
perdu, entre guillemets, 3 mois de discussion. Et aujourd'hui, nous avons décidé de ne plus attendre. À partir de cet instant, nous engageons le processus de mise en œuvre de tout le plan de la transition pour les 2 ans qui ont été retenus par le président de la transition à l'issue de 10 négociations. Voilà ce que je voudrais dire. Et il y a un cadre stratégique de refondation de l'État pour 10 ans qui comporte 5 axes stratégiques et un objectif général décliné en 13 objectifs. Des ateliers se sont tenus. Je crois que toutes les dispositions légales et réglementaires vont être prises dans les semaines à venir pour avancer sur la mise en œuvre de tous les éléments constitutifs de la réussite de la transition, dans lesquels il y a naturellement toutes les réformes, la mise en place de l'organe unique, les réformes politiques et institutionnelles, l'ensemble des réformes qui sont donc en chantier, la constitution, les chantiers de la régionalisation, les découpages administratifs, tout ce qui est prévu pour que le processus de transition atteigne un niveau d'irréversibilité du changement. Concernant l'axe 3, on a essayé de regrouper aussi un certain nombre de questions des honorables membres du Conseil national de transition, notamment en ce qui concerne la carte nationale biométrique. Je dois dire que la carte nationale d'identité biométrique sécurisée, CEDEAO, est un document commun de l'ensemble des États membres de l'organisation régionale, avec des spécificités techniques conformes aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière de documents d'identité et de voyage. Le Mali a signé ces engagements et afin de permettre une participation massive aux prochaines élections, la première mise à disposition de la carte d'identité biométrique sécurisée CEDEAO sera gratuite pour les citoyens et à la charge de l'État. Cependant, tout renouvellement sera payant. À date, il est prévu de le renouveler à 5 000 francs. Cette carte a une validité de 5 ans. Il va d'office remplacer la carte NINA. Peut, au-delà de sa fonction d'identification, servir à l'authentification des électeurs pour les prochaines élections. Cette dernière fonction sera mise en œuvre de concert avec les structures chargées de l'organisation des prochaines élections. L'hébergement de la base de données de la carte biométrique sera au Mali. Ça ne sera pas à l'extérieur. Elle sera hébergée à la Société malienne de transmission et de diffusion, la SMTD. Un certain nombre d'honorables ont effectivement questionné sur l'organe unique indépendant chargé des élections. Je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus parce que le texte de loi est au niveau du CNT. Notre souhait, c'est qu'il puisse être adopté le plus vite possible afin qu'on commence à le mettre en place, d'autant plus que maintenant, on a retenu les 24 mois, tout ce que nous faisons à partir de maintenant sur les 24 mois. Et notre idée, je vais vous dire en grand trait le chronogramme électoral de la transition tel qu'on a prévu, la durée des 24 mois qui est proposée, de réaliser les conditions sine qua non minimales et les activités de préparation d'organisation de réussite du référendum constitutionnel des élections générales libres et transparentes. Pendant les 12 premiers mois, il est prévu l'amélioration progressive de la situation sécuritaire, y compris l'effectivité du processus de DDR insertion en application des dispositions pertinentes de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le redéploiement de l'administration et des services sociaux de base et le retour de maximum de réfugiés et de déplacés internes. Le parachèvement de la réorganisation territoriale pour la détermination des circonscriptions administratives et électorales. Concomitamment, donc tout ça c'est la première année, dans les 6 premiers mois, il y a l'élaboration de la nouvelle constitution, ainsi que les autres textes connexes liés à la préparation des élections législatives. Tout ce qui découle
du processus électoral. Dans les 8 premiers mois, si la loi sur l'organe unique est votée dans les meilleurs délais, dans les 8 premiers mois, nous pensons qu'on pourra la rendre opérationnelle avec la constitution des équipes de personnel au niveau national, local et extérieur. Une fois installé, l'organe unique indépendant chargé des élections, dans les 8 mois suivants, il procéda à l'acquisition du matériel technologique et du matériel électoral, ainsi que la formation du personnel et des agents électoraux. Dans le même temps, il procéda à l'audit et à la consolidation du fichier actualisé et intègre dans l'ensemble des circonscriptions électorales, y compris les juridictions des missions diplomatiques et consulaires. Par la suite, l'organe unique mettra en œuvre, dans les 3 mois qui suivront, les préparatifs des opérations électorales, la campagne et la tenue du référendum. Dans les 3 mois suivants, les préparatifs des opérations électorales, des campagnes et la tenue des élections couplées. Là, on n'a pas tranché, les débats continuent au niveau du gouvernement. Est-ce qu'il faut coupler les élections? Combien? Tout cela, c'est des questions techniques qui vont être discutées. Le débat n'est pas épuisé, mais la voie est prise. Dans les 3 mois qui suivent, il y aura les mêmes débats sur les élections législatives, présidentielles, il faut les coupler, qu'est-ce qui vient avant. Ça, c'est des débats politiques internes que nous ferons en son temps. Mais déjà, on a déterminé dans quel délai on les mettra en œuvre. 2 ans, dans la 2e année donc, toutes les activités sont menées dans les délais plus ou moins pertinents, mais en veillant à ce qu'on raccourcisse au maximum les délais. Il y a des impondérables qu'on ne pourra pas maîtriser. Lorsqu'elles surviendront, nous aviserons les Maliens. Certainement, nous viendrons devant le CNT pour s'expliquer. Pendant les 24 mois, donc la 2e année, toutes les activités sont menées dans les délais, avec plus de concomitance tant qu'on peut, pour retenir 4 périodes électorales. Les scrutins référendaires. Ensuite, il y aura les élections concernant les présidentielles, les législatives, les élections territoriales. L'ordre de la tenue de ces élections n'est pas arrêté au niveau du gouvernement. C'est un débat qui continue. C'est pour vous dire qu'à partir du 20 avril, dès que le président de la transition a signé la mise en œuvre du comité de suivi, nous sommes dans la phase de mise en œuvre des axes principaux de la transition. Il y a eu des ateliers sur tous les textes dont je viens de vous parler. Au niveau du gouvernement, parce que les 3 mois, on les a mis à profit. En réalité, peut-être il n'y avait pas de texte voté, mais les ateliers, les tables rondes qui doivent se tenir se sont tenus. On est à la phase de validation pour peut-être aller vers d'autres partenaires et ouvrir le débat. Il y a l'axe 4 qui concerne effectivement beaucoup de questions relatives à la bonne gouvernance. Concernant la vie chère, je crois que j'ai donné assez d'explications, les efforts que le gouvernement a fait. Imaginez-vous que le prix du blé dans certaines... Ça, c'est des chiffres de mémoire, je peux me tromper. Et aller de $200 la tonne à 400. Dans un intervalle court. Nous ne produisons pas du blé, on le consomme. C'est ce qui explique les grandes subventions dont je viens de parler que l'État a consenties, qui font que toutes choses égales par ailleurs, ces produits coûtent relativement moins cher au Mali que dans tous les pays qui nous entourent. Toutes choses égales par ailleurs. Ce n'est pas pour dire qu'ils ne coûtent pas cher, mais c'est des éléments de comparaison souvent pour se donner une idée des efforts du gouvernement. Un membre a posé, c'est Amadou Maïga, les actions entreprises contre l'occupation des emprises des voies ferrées. Effectivement,
Le gouvernement a procédé récemment au recensement des occupations illicites des voies ferrées de Bamako à la gare de Diou. La mise en œuvre des recommandations du rapport de la mission conjointe des inspections des domaines des transports et de l'intérieur est en cours. Le domaine ferroviaire relève du domaine public de l'État. Il est en tant que tel inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Aucun autre droit ne peut être établi sur le domaine ferroviaire. Sauf que il y a des citoyens qui ont construit dans ce domaine avec des papiers en République du Mali. Le plan de relance du trafic ferroviaire est en marche. En temps opportun, il sera procédé à la libération des domaines de toutes les occupations illicites conformément aux dispositions de la loi et de l'urbanisme. Plusieurs honorables membres du CNT ont posé la question sur le retour du train dans différentes localités. Je vais vous donner juste un aperçu de ce qui est fait actuellement. Conformément à la vision du document de politique nationale des transports, le gouvernement a engagé la mise en œuvre des actions de plan d'urgence de relance du trafic ferroviaire national avec les réalisations suivantes. La réhabilitation de 19 gares de Bamako à Kaï, la réhabilitation des ateliers centraux de Korofina et de Kaï, les travaux de traitement des points critiques de la voie entre Bamako et Kita, la pose des traverses en bois et des ouvrages d'art à Bamako et à Djibouli, les travaux de confortement des ponts de Galougo, Maïna et Tukoto, la réparation des locomotives. Les actions en cours sont les suivantes. La poursuite du processus d'acquisition de locomotives neuves, la poursuite du processus de réhabilitation de locomotives X1, X2. J'ai interrogé Madame le ministre des Infrastructures en lui disant qu'on va dire tout ça, mais les honorables vont nous demander, mais Monsieur le Premier, mais le train, il va marcher quand? C'est ça qui intéresse les gens. Elle m'a dit que dans ses estimations, si les efforts continuent, elle a les moyens, c'est les moyens qui manquent souvent, elle pense que d'ici la fin de l'année 2022, le train va rouler au Mali. Espérons qu'il reste 9 mois, n'est-ce pas? Vous n'y croyez pas? Madame le ministre, les membres du CNT, apparemment, vous donnent quelques mois de plus. Alors, il y a une question qui parle de l'implication des femmes dans la mise en œuvre de l'accord. Pour la paix, tout ça, c'est les questions de gouvernance. Les programmes de communication et de plaidoyer se poursuivent. Ils ont permis l'amélioration du nombre de femmes dans le comité de suivi de l'accord, d'où le nombre de femmes est passé de 3 à 14, soit 29% et 12% dans les sous-comités. On note également 20% de femmes dans la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Dans le cadre de l'application de la loi 052, le genre dans l'accès aux fonctions nominatives. Bon, je pense qu'au niveau du CNT, vous avez les chiffres, vous les connaissez. D'après ce qu'on m'a donné, c'est 25,61%. Dans le gouvernement, 23%. Au niveau des conseils communaux, bon, ça, ce n'est pas les acquis de la transition, c'était là avant, 25%. Dans les fonctions des directeurs nationaux et centraux, 13%. Ce que je sais, c'est que le président, chaque fois qu'un ministre présente 3 nominations, s'il n'y a pas une femme, le président retoque l'ensemble des nominations. Je crois que ça a été clair depuis il y a 6 mois comme ça. Le président a interdit
d'amener en Conseil des ministres 3 nominations s'il n'y a pas une femme parmi ceux qui sont nommés. « 14% représente la proportion des femmes au sein de l'administration générale. Il appartient naturellement aux uns aux autres et à nous tous de travailler à améliorer ces indicateurs. Il y a des questions concernant les entreprises qui sont tombées en faillite ou qui ont été liquidées. Il faut noter que les dossiers de compressés se présentent en 2 groupes. Il y a un premier groupe de compressés dont les dossiers sont portés par l'UNTM. Il s'agit des sociétés Wicoma, Comatex, Smecma, Itema, Azalai Hotel, Tombouctou. La commission mise en place pour la gestion de ces dossiers a conclu ses travaux et son rapport est disponible. Le montant total à payer pour l'ensemble de ces dossiers est de 5 852 196 071 francs. Le second groupe de dossiers est porté par les associations des travailleurs compressés du Mali. Il s'agit de l'Association des travailleurs compressés du Mali, ACTM, et de l'Union nationale des travailleurs compressés du Mali. Ces dossiers concernent 33 sociétés pour un effectif d'environ 52 000 bénéficiaires. Le comité interministériel mis en place pour la participation avec la participation de ces associations de compressés a évalué le montant à payer à 18 395 441 022 francs. C'est des montants que l'État traîne depuis plus de 30 ans. Donc le montant total cumulé de l'ensemble de ces dossiers est évalué aujourd'hui à 24 247 francs 637 093 francs. Aujourd'hui, des discussions sont en cours entre les responsables des 2 associations et le département des finances et du travail en vue d'aboutir à une gestion définitive de ces dossiers dans les meilleurs délais. Vous comprendrez qu'avec la crise financière, la situation réelle du pays, c'est des dossiers dont la gestion est extrêmement complexe. Il y a la question de la Comatex qui est revenue avant que j'arrive même au point. C'est un dossier que j'ai en tête de mémoire. Les 600 millions sont aujourd'hui dans un compte. Mais ils ne pourront pas être donnés aux travailleurs pour des questions de droit. Ce qui s'est passé, c'est que les travailleurs ont pris un avocat pour les défendre. Lorsque le montant est rendu disponible, au regard des situations que nous avons vécues avant, parce que je viens de vous parler de 24 milliards, c'est des dettes qui datent de 1990, 1991. Moi, je sais d'expérience que la presque totalité de beaucoup de ces montants ont été payés par le passé. Mais souvent, les montants reviennent à chaque gouvernement. Et donc, ce que nous avons dit cette année, c'est qu'on ne va plus virer l'argent des compressés et des déflatés dans les comptes des avocats ou des huissiers ou des notaires. Chacun donne son compte individuel. Et là, l'État garde les traces du fait que l'individu a reçu l'argent. Mais le problème, c'est qu'ils ont pris des avocats. Ils ont un contrat entre eux et l'avocat. Mais l'État n'a pas de contrat avec l'avocat. Le débat est à ce niveau. Moi, j'ai eu à discuter avec des avocats. Ce que je leur ai suggéré, c'est une solution technique, bien sûr. J'ai dit, dans une entreprise, lorsque une partie des travailleurs est syndiquée, peut-être la majorité, c'est eux qui ont pris l'avocat. Il y a quelques-uns qui disent qu'ils n'ont pris aucun avocat. Comment on tranche? La solution technique que j'ai proposée, c'est à eux de l'évaluer, c'est de dire qu'ils peuvent faire un accord écrit pour dire, par exemple, sur 200 millions,
Nous nous sommes entendus pour payer 20 millions à notre avocat. Les 20 millions, il les répartit au prorata de ce que doit avoir chaque travailleur. Et il faut un écrit. Ils s'entendent avec leur avocat, il faut un écrit, ils disent au gouvernement, sur par exemple 200 000 francs que vous devez me payer, 5 000 francs doivent être retenus pour être versés à mon avocat. Si un document comme ça est remis à l'État, je pense qu'au ministère des Finances, ils pourront trouver une solution. Parce qu'au moins, l'État va garder la trace, parce que sinon, on va d'année en année nous retrouver chaque année, les gouvernements, les 25 milliards dont je parle, il y a plus de 20 ou 30 gouvernements qui ont passé, chacun nous dit qu'il avait payé en son temps. Et ils n'en ont pas. Or, ce que nous voulons pendant cette transition, tous les problèmes qu'on a trouvés, qu'ils soient politiques, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient électoraux, on veut trouver des solutions définitives. Pour que ceux qui viennent après s'occupent de la gestion de l'État et ne soient plus là en train de gérer des problèmes sans solution qui traînent depuis des années ou des difficultés auxquelles on n'a pas de solution. Donc les 600 millions sont dans un compte. Le ministre des Finances les a mis dans un compte et c'est disponible. Il y a la question de l'attribution des logements sociaux sur lesquels il y a eu beaucoup de débats. Je voudrais amener ce débat à sa juste proportion. Les logements sociaux, vous êtes tous au Mali, vous savez comment ça se passait les autres années. On est dans le Mali Croix. Lorsque des anomalies ont été détectées, c'est le gouvernement qui a décidé de dissoudre la commission, de mettre une autre commission, de faire les choses normalement. Vous savez, on a appris, parce qu'en fait, le danger, ce n'était pas 2 ou 3 noms que les gens ont vus. Beaucoup de gens qui en ont parlé sont dans des logements qu'ils ont eu dans les mêmes conditions. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il nous est revenu qu'il y a plus de 300 personnes qui sont dans des logements de façon illicite. Et que même ceux à qui on a attribué risque d'aller les trouver dans ces maisons. On a ordonné des investigations qui ont abouti effectivement au fait qu'il y a plus de 300 personnes qui sont allées occuper ces maisons sans aucun papier légal, mais ils ont des papiers qui ont été donnés. Aujourd'hui, certains sont inculpés, sont sous mandat de dépôt. Il y a des gens qui ont fui, mais l'État va aller jusqu'au bout de cette affaire-là. Voilà là où on en est. Pour le ramener à sa juste proportion. Et ce qu'on a décidé, c'est qu'il faut clarifier et un nouveau texte est en élaboration pour que de nouvelles conditions d'attribution des logements sociaux soient fixées. Voilà comment nous avons décidé de résoudre la question définitivement. Maintenant, tout le reste du débat qu'il y a autour, plus ou moins passionné, on va le ramener à sa juste proportion, résoudre le problème de façon pragmatique et claire. S'il faut de nouveaux textes pour éviter ce qui s'est passé, on les prend. Ces textes sont dans le circuit d'approbation. Les personnes qui ont été inculpées, ceux qui ont été achetés, qui ont pris des faux documents, qui ont payé de l'argent en prenant des faux documents pour aller dans les bâtiments, certainement ils vont être poursuivis parce que quand vous cherchez le corrompu, il faut aussi que le corrupteur soit inquiété. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté en sachant très bien que c'est des réseaux parallèles. Beaucoup font partie d'ailleurs de ceux qui font du bruit. Mais l'État a décidé d'aller jusqu'au bout de cette affaire, clarifier et puis qu'on mette un trait et que les choses se passent bien à l'avenir. S'il y a eu des erreurs, je pense que sur tous les dossiers dont on parle, l'avantage de ce gouvernement, c'est que les pratiques que les gens dénoncent là, c'est des pratiques qui se passent depuis des années, c'est maintenant qu'on dénonce et on corrige. Les autres années, les chiens aboient, la caravane passe, hein. Les gens se plaignent pendant quelques semaines, le pouvoir ne dit rien, bon, les plaignants finissent par se fatiguer et puis la vie continue. Mais cette fois-ci, vous savez, les habitudes ont la vie dure. Chaque fois qu'on découvre une anomalie, on remet en cause et on cherche à comprendre. Parce que nous n'avons pas dit que nous ne sommes pas faillibles. Je pense que l'important, c'est pas de ne pas commettre des erreurs, mais chaque fois qu'une erreur est découverte, il faut la corriger. Et que ça ne se répète plus. Je pense que c'est à ce rythme-là qu'on pourra
donner satisfaction à la grande majorité des Maliens. Il y aura bien sûr toujours des débats, sinon même des polémiques, parce que les questions de spéculation foncière sont des questions lancinantes. Et aujourd'hui, concernant la spéculation foncière, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. C'est l'élaboration de la loi, de nouvelles lois domaniales et foncières, le retrait de la concession rurale des modes d'attribution des terrains sur le domaine de l'État, la restriction de la cession directe aux seules parcelles à usage d'habitation, l'érection en principe de la cession sous forme de titres fonciers des terrains de domaine privé immobilier des collectivités territoriales aux fins d'habitation et l'interdiction de la thésaurisation des terres. Ça, c'est des textes qui sont en voie d'élaboration. Concernant la zone aéroportuaire, par décret 2021 0823 PRM du 19 novembre 2021, le Premier ministre chef du gouvernement a créé une commission d'enquête sur l'occupation et les démolitions de la zone aéroportuaire de Bamako-Sinou. Cette commission est à pied d'œuvre, son rapport est attendu dans les prochains jours. Par ailleurs, lors de la session du Conseil des ministres de février 2022, le président de la transition a instruit à l'endroit de l'urbanisme, de l'habitat et des domaines de l'aménagement du territoire de la population, en rapport avec ceux des transports et des infrastructures et de l'économie et des finances, de réfléchir sur la possibilité de réaliser dans la zone aéroportuaire de Sénou des infrastructures économiques rentables, pourvoyeuses de recettes pour le budget de l'État. Pour ce faire, une équipe composée de représentants des départements et structures concernés est déjà à pied d'œuvre pour la mise en œuvre de dites recommandations. Des réunions ont déjà eu lieu sous l'égide du département des domaines. Il ressort que les activités ayant vocation à s'installer dans le domaine aéroportuaire, qui peuvent contribuer au développement de l'aéroport, sont d'abord celles que le Mali veut promouvoir et dont les clients, les personnels et les produits utilisent l'avion. Toutefois, d'autres activités liées pourront également trouver place sur ou à proximité de la zone aéroportuaire. À l'analyse, il est possible de mener des activités sur une superficie de 2134 hectares dans le domaine jouxtant la plateforme, les trous d'envol de la zone militaire. Ces activités peuvent être regroupées en 3 catégories: les activités de production et de transformation, légumes, fruits, viande, coton, les activités de commerce, tourisme, hôtellerie, location de voitures, foire, exposition, distribution, les activités de service général, transport, réparation automobile, gare routière. Il est à signaler que la réalisation de ce projet de valorisation du domaine aéroportuaire est tributaire des recommandations de la commission d'enquête sur l'occupation et la démolition de la zone aéroportuaire de Bamako, créée, comme je l'ai dit tantôt, en novembre 2021. Relativement au litige foncier, les dispositions en cours sont les énonciations des dispositions de la loi domaniale et foncière en son article 262 bis, laquelle crée auprès du ministre en charge du domaine une structure de gestion précontentieuse des litiges fonciers. La création suivant décision du ministre du 7 avril 2022 d'une commission ad hoc précontentieuse de la gestion des litiges fonciers. Concernant la carte biométrique, je retrouve cette question plusieurs fois. Je crois que j'en ai parlé déjà dans la première partie de mon intervention. Je ne sais pas, Monsieur le Président, si je n'ai pas épuisé mon temps. Bon, il vous reste encore une dizaine de minutes, okay, Monsieur le Premier ministre. Vous avez encore du temps. Ils avaient consommé leurs 2 heures dès la première partie, parce que j'ai regardé, ils sont allés de 10 heures à midi. Donc je me suis dit que c'est peut-être la dernière intervention. Mais comme on est devant le CNT, naturellement on ne peut pas les priver de parole.
Alors, on vient de me donner une note explicative sur le retard de l'organisation de la conférence sociale. Effectivement, c'est une question qui est intervenue. La première date de la conférence sociale avait été fixée au 25 octobre 2021. La commission d'organisation était déjà mise en place, les termes de référence ont été validés et envoyés au Bureau international du travail. Ces DEDR ont été largement partagés avec les différents partenaires sociaux. Mais elle a pris du retard pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que à cause des assises nationales de la refondation, le gouvernement avait demandé de suspendre toutes les grandes activités à caractère national jusqu'à la fin des assises. Entre-temps, la conférence sociale qui est accompagnée par le BIT se trouve engagé dans l'organisation de la conférence internationale du travail qui aura lieu dans le premier semestre 2022. Cet accompagnement ne peut pas être possible avant juillet 2022. Une lettre de relance a été envoyée au BIT pour cela. Sinon, l'idéal aurait été que la conférence sociale fasse partie des questions que nous devions discuter au moment de la relance de la mise en œuvre des 24 mois de la transition. Alors, il y a des questions qui ont été posées concernant où en sommes-nous par rapport à la mise en œuvre du pôle national économique et financier. Dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, une réforme majeure a été faite avec la création et l'institution du pôle économique et financier à travers la modification du code de procédure pénale. Cette réforme permettra de combler le vide dans les dispositions relatives à la saisie des biens en matière de délinquance financière et économique. Pour ce faire, il a été jugé nécessaire de créer l'agence de recouvrement de gestion des avoirs saisis et confisqués. L'opérationnalisation du pôle économique et financier est tributaire de l'adoption du texte portant création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués, dont le processus est bien avancé. La nomination des acteurs en charge du pôle, dont le procureur national financier, est en cours. Il y a une question où en est-on avec la lutte contre la corruption? De nombreuses poursuites sont engagées, parmi lesquelles les dossiers d'acquisition des avions cloués, les dossiers d'acquisition de l'avion présidentiel, tous traités et transmis à la Cour suprême. 5 mandats d'arrêt internationaux ont été lancés. S'agissant des dossiers du vérificateur national, sur une prévision de 40 dossiers, 35 ont été transmis au cabinet d'instruction, soit 87%. La Cour d'appel de Bamako a organisé en 2021 4 sessions d'assises, dont une session sur la corruption et la délinquance financière et économique. J'ai essayé de ranger les questions par thématique. Vous aurez le temps de revenir là-dessus. Concernant spécifiquement la lutte contre la corruption, le gouvernement est conscient du sentiment général que les choses ne bougent pas beaucoup. Ça, nous sommes conscients de ça. Nous sommes interpellés à toutes les occasions. Et je dois vous assurer que j'ai demandé aujourd'hui que l'ensemble de l'administration judiciaire me donne le point des dossiers qui sont en cours aujourd'hui devant les tribunaux. M'excusez, je vais récupérer mon bloc-notes. Pas les pas tout en fait. Monsieur le Président, je pense que j'ai fait un grand tour. Les dossiers qui n'ont pas été répondus, je crois que je saisirai le deuxième tour des membres du Conseil national sur les questions
qui selon eux n'ont pas eu de réponse pour revenir là-dessus. Et en ce moment, je m'étendrai davantage par rapport à ce que l'administration de la justice m'a donné concernant la lutte contre la corruption. Et vous vous rendrez compte que c'est des dossiers qui avancent à pas de géant, mais sans beaucoup de bruit, sans faire énormément de campagne autour de ces questions. Il y a les audits qui ont été annoncés ici. Je voudrais donner juste l'état des audits qui ont été faits sur l'ensemble des structures étatiques. Plusieurs audits ont été réalisés. D'abord, la loi de la programmation de la sécurité intérieure, le fonds Covid, la cession des bâtiments publics, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités, la Haute Cour de justice, l'AGEFO, l'AMRTP, l'Agence nationale de gestion d'épuration des eaux du Mali. Les audits des cadastres miniers et de certains grands projets nationaux sont entamés et l'évaluation de la LOPM. Ça, c'est donc les audits qui sont en cours. Certains rapports sont déposés et transmis à la justice, d'autres sont en cours de finalisation. Maintenant, les actions concrètes menées par le ministère de la Justice, comme je l'ai dit, à mon deuxième tour, j'ai beaucoup de documents. Je vais vous présenter cette note. Certains domaines où on avance à pas de géant, mais comme on était pris par les débats avec la CEDEAO, avec nos partenaires extérieurs, les appuis sur le plan financier, la population a eu le sentiment que ce dossier ne bouge pas. Je vous rendrai compte tout de suite de l'ensemble de ces dossiers qui sont au niveau des juridictions. Merci bien, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier